Bonjour à tous et merci d'être présents dans cette session consacrée à la génétique. Et on va donc continuer en discutant d'un sujet qui finalement est relativement peu expliqué et parcouru dans les sessions de génétique consacrées à la mucoviscidose. C'est la problématique de l'errance diagnostique et les enjeux qu'elle pose. Ce diaporama a été fait avec tout le groupe qui participe à l'élaboration du programme national de soins et tout particulièrement Anne-Sophie Bonnel qui m'aide dans la coordination de ce groupe. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'errance médicale? Pour le patient, c'est le temps entre les premiers symptômes et le moment où le diagnostic est établi avec certitude. Et pour le médecin, c'est la période au cours de laquelle on effectue tous les tests pour établir le diagnostic du patient et pendant lequel donc, le patient va attendre son diagnostic. En fait, on dit souvent que c'est un parcours de nomadisme médical, un parcours du combattant pour le patient, où en fait, il va avoir de multiples consultations auprès de médecins ou d'autres centres maladies rares selon son symptôme, jusqu'au moment où, pour le cas particulier de la mucoviscidose, il va avoir une première consultation au CRCM où on va poser un diagnostic, une suspicion de diagnostic vraisemblable, diagnostic suspecté, c'est-à-dire que l'hypothèse est vraisemblable compte tenu des symptômes et les premières investigations paracliniques vont laisser supposer le diagnostic. Ensuite, le diagnostic va être confirmé, la plupart du temps par diagnostic moléculaire dans beaucoup de maladies rares, par test de la sueur et par génétique pour la mucoviscidose, de telle sorte que ceci pose la fin de l'errance et le diagnostic va être confirmé ensuite par toute une série de tests cliniques et d'exploration pour les patients et ils vont être suivis en CRCM. Socrate disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est bien ce qui se passe pendant la période d'errance, tandis que les autres croient savoir, ceux qui ne savent pas, et ça c'était le cas pour le médecin. Et donc l'idée, c'est de savoir, de finir le parcours d'errance en élaborant avec certitude le diagnostic. Alors, l'errance diagnostique, c'est effectivement extrêmement fréquent dans les maladies rares, 7000 maladies rares dans le monde, 350 millions de malades dans le monde et 3 millions en France. Et 50% de ces malades sont sans diagnostic précis encore à ce jour. 25% des patients qui ont un diagnostic ont attendu 4 ans pour que le diagnostic soit envisagé par un médecin. 25% d'entre eux ont consulté au moins 5 médecins. Ce parcours de diagnostic d'errance, il dure au moins 5 ans pour 50% de ces patients et il faut 2 à 4 ans pour l'orientation vers un centre spécialisé à partir du moment où a été suspecté le diagnostic. Or, 80% de ces maladies rares sont d'origine génétique. Il y a plus de 3200 gènes identifiés. Donc, finalement, le diagnostic, quand il est suspecté et bien posé, va reposer sur des tests de diagnostic génétique qui vont confirmer le diagnostic quand ils sont bien ciblés. Et surtout, il y a derrière un potentiel thérapeutique puisque un certain nombre de maladies rares ont des potentiels, des traitements à visée de thérapie génique ou sont ciblés également par des médicaments orphelins. Donc, continuer ce parcours d'errance, c'est une perte de chance considérable pour les patients, en plus de gaspillage médical, traitement inadapté ou nomadisme médical de ces patients. C'est la raison pour laquelle il y a eu plusieurs plans maladies rares qui ont visé à diminuer ces parcours d'errance. Les 2 premiers ont visé à mettre en place les centres de référence et les filières maladies rares. Et actuellement est en cours le 3e plan qui a pour objectif d'assurer aux patients en errance un diagnostic plus rapide qui doit être de l'ordre de 1 an. Et pour ce faire, il associe d'une part la mise en place d'une complémentarité d'expertise diagnostique par l'organisation de plateformes diagnostiques sur tous les territoires afin de respecter le principe d'équité, la formalisation des parcours diagnostiques par des programmes nationaux de soins, la mise en place d'éducation thérapeutique pour les patients et également la mise en place de la Banque nationale de données maladies rares destinée à recueillir les phénotypes cliniques de ces patients. Ceci est adossé à une structuration des explorations génétiques par le plan de médecine génomique 2025 qui vise à établir des plateformes de séquençage de très haut débit
pour réaliser des explorations à titre d'exome ou de génome complet pour le cas index et pour ses parents, donc exploration en trio. Actuellement, 2 plateformes sont mises en place, à la PHP Sequoia et à Lyon et Saint-Étienne, Auragen, avec un parcours extrêmement structuré pour prioriser les indications et interpréter les résultats. Surtout, la philosophie de ce 3e plan maladie rare, c'est un diagnostic pour chaque patient. Ne laissez aucun patient en errance diagnostique au bord de la route parce qu'il ne faut pas de perte de chance pour ces patients qui peuvent justifier de biothérapies innovantes. Ça passe par l'augmentation du nombre de maladies rares dépistées à la naissance. Ça passe aussi par la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans les filières de santé, médecins de ville, centres de référence, plateformes diagnostiques, mais aussi associations de malades, réseaux d'accompagnement de malades et également la mise en place de veille technologique, clinique, éthique avec des groupes d'experts. L'objectif 2025, c'est 0 patient en situation d'errance diagnostique et passer donc de 2020 à 2025 de la notion d'errance à celle d'impasse diagnostique, donc un minimum de patients qui auront pu être explorés par tout ce que la science et la médecine peuvent leur apporter. À l'issue de ce plan 2025, les patients donc qui ne disposent pas d'un diagnostic précis vont se limiter à ceux qui sont donc où l'ensemble des techniques n'a pas permis d'aboutir à un diagnostic précis. Tous ces patients devront avoir accès à une analyse de type génomique complète si les études sont restées négatives et surtout, c'est adossé à un registre des patients en situation d'impasse diagnostique pour pouvoir les suivre et éventuellement leur proposer au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances des tests d'exploration supplémentaires. Et ceci est en lien avec des grandes initiatives européennes actuellement sur la problématique de l'errance. Pour la mucoviscidose, dans le cas particulier, quelles sont les situations cliniques que l'on peut avoir en termes d'errance? Tout un panel de symptômes et de situations diagnostiques qui sont autant d'expressions finalement de la dysfonction du gène CFTR au niveau ORL, les sinusites chroniques, des polyposes nasales, au niveau pulmonaire, les patients avec des bronchopathies chroniques, des dilatations des bronches, des aspergilloses bronchopulmonaires allergiques non expliquées, au niveau hépatique, des patients avec une maladie hépatobiliaire sévère, cirrhose inexpliquée, des cholangites sclérosantes, au niveau pancréatique, des patients avec des insuffisances pancréatiques exocrines, des pancréatites chroniques récidivantes, au niveau intestinal, des patients avec des constipations extrêmement importantes, des épisodes d'occlusion récidivante, de prolapsus rectal, notamment chez l'enfant. Au niveau cutané, des patients qui ont souffert de déshydratation, de ce qu'on appelait avant les coups de chaleur, de façon inexpliquée, ou des patients qui ont des atteintes cutanées de type eczématiforme, à type de kératodermie aquagénique. Et enfin, toutes les problématiques d'infertilité masculine, mais également féminine, qui peuvent être autant de situations qui peuvent justifier d'une exploration et d'une suspicion de mucoviscidose dans ses formes monosymptomatiques, sans oublier bien évidemment tous les cas non résolus au dépistage avec des situations d'hypertrypsinémie néonatale, mais où le test de la sueur et l'exploration génétique ne permettent pas de conclure. Tout ceci, c'est donc des errances diagnostiques où on peut suspecter le diagnostic de mucoviscidose. Et finalement, tout le problème va être de placer le patient dans ce spectre clinique chez ces patients qui donc ont des symptômes cliniques, chez qui la mucoviscidose est évoquée, mais où elle va être rejetée dans le cadre du coup de pathologie qui n'est pas reliée à CFTR, ou au contraire confirmée dans le cadre d'une forme qui peut être reliée à une forme classique de mucoviscidose, c'est-à-dire des signes cliniques compatibles ou un dépistage néonatal positif avec au moins une anomalie biologique qui est reliée à CFTR, à l'anomalie de CFTR, que ce soit un test de la sueur positif supérieur à 60 ou l'identification sur chaque allèle de CFTR d'une mutation pathogène, c'est-à-dire associée à une forme typique de mucoviscidose, ou bien la démonstration d'une anomalie fonctionnelle de la protéine CFTR et principalement sur la muqueuse nasale ou la muqueuse intestinale. Dans ces 3 cas, un seul suffit pour confirmer le diagnostic de forme typique de mucoviscidose. Mais il existe dans ce spectre un certain nombre de maladies
où la mutation de CFTR peut induire des symptômes de façon beaucoup moins sévère, que ce soit les maladies reliées à CFTR, c'est-à-dire des entités cliniques qui sont dues en rapport avec la mutation du gène CFTR et l'anomalie fonctionnelle de la protéine, mais qui ne sont pas une forme typique de mucoviscidose. En particulier, ce sont les situations où le test de la sueur est inférieur à 60 et où on retrouve au moins une mutation qui n'est pas associée à une forme typique de mucoviscidose. Et on a l'habitude de les regrouper en plusieurs entités, présentations monosymptomatiques, que ce soit des infertilités masculines par absence des canaux déférents, que ce soit des dilatations des bronches où on ne retrouve aucune cause, que ce soit des pancréatites idiopathiques où on ne retrouve pas de cause non plus, des atteintes rhinosinusiennes chroniques à type de rhinosinusite ou de polypose, ou de kératodermie palmoplantaire aquagénique. Mais dans un certain nombre de cas, ces formes se chevauchent avec ce qu'on appelle des maladies associées à CFTR, où là, pour le coup, finalement, la mutation de CFTR qu'on va retrouver est identifiée comme un facteur contribuant à la maladie, mais qui, à lui seul, ne peut pas induire les manifestations cliniques. Il faut qu'il s'associe à un certain nombre d'autres problématiques, facteurs de risque, que ce soit des facteurs génétiques, qu'on ne connaît la plupart du temps pas, ou des facteurs environnementaux. Et donc, dans ce cas-là, il est souvent assez difficile de différencier d'un patient hétérozygote qui sont dits symptomatiques, où finalement, la mutation de CFTR va favoriser l'expression de symptômes, mais n'est à elle seule pas responsable. Et dans ces cas-là, on peut regrouper certaines entités cliniques, notamment des asthmes assez sévères ou très sécrétants, des patients qui ont des aspergilloses bronchopulmonaires allergiques ou des atteintes hépatiques spécifiques à type de cholangite sclérosante primitive. Mais tout le problème, c'est en fait d'arriver dans ces situations d'errance à véritablement faire la part du coup et différencier des patients qui vont justifier, dont la mutation CFTR est à l'origine de la manifestation clinique, entièrement ou même partiellement, des patients donc qui ont une seule mutation, qui sont des porteurs dits sains, pas vraiment sains parce qu'ils expriment une pathologie, mais où on ne peut pas incriminer la mutation de CFTR pour expliquer la pathologie. Encore plus complexe, le cas des enfants dépistés au dépistage hypertrypsinémique. La plupart de ces enfants ne révéleront jamais de signes de mucoviscidose. Certains, très peu, vont développer une mucoviscidose classique. D'autres présenteront une forme beaucoup plus tardive à type de maladie reliée, voire associée à CFTR. Et pour l'instant, il est extrêmement compliqué d'en faire le pronostic. Donc, comment placer ces enfants, ces patients qui sont finalement en diagnostic suspecté et encore en errance diagnostique dans le spectre pour confirmer le diagnostic? Alors, d'abord, combien de patients sont estimés être dans cette situation? Alors, on peut le prendre premièrement par le biais de la population générale. Combien de pathologies compatibles de ce type? Eh bien, on l'estime à 2000 à 4000 patients par an. Environ 60 à 100 nouveau-nés repérés au dépistage néonatal dont le diagnostic n'est pas conclu, de l'ordre de 200 enfants qui ont une pathologie respiratoire atypique, suspects de mucoviscidose, 200 à 600 sujets adultes par an qui ont des dilatations des bronches non expliquées, de 100 à 500 patients par an qui ont des atteintes pancréatiques compatibles, et enfin grosse proportion de patients avec infertilité masculine par absence des canaux déférents, de l'ordre de 2000 patients par an qui sont explorés car suspects de formes reliées à CFTR. Si on le prend par l'autre bout, c'est-à-dire en étudiant le registre de vaincre la mucoviscidose et les patients actuellement encore non placés, donc il y a plus de 9000 patients qui sont enregistrés dans le registre. Et là, je vous montre un gros travail qui est fait par Lydie Lemonnier, Emmanuel Giraudon, Anne Minck, Caroline Rénal et Marie-Pierre Audrezé, où finalement, il y a un gros travail de reclassement des patients qui sont encore finalement en diagnostic incertain. Et vous voyez que lorsqu'on le regarde par le biais du test de la sueur,
on voit quand même que même chez les sujets qui ont un test de la sueur supérieur ou égal à 60, il y en a quand même 14% où le diagnostic génétique n'est pas encore confirmé. Beaucoup plus lorsque le test de la sueur est soit inconnu, soit inférieur à 60, soit avec des valeurs discordantes. Et donc, dans ces cas-là, il y a une forte proportion, entre 25 et 75% des cas, où la génétique ne peut pas conclure. Quels sont les phénotypes de ces patients? Certes, un certain nombre de situations évocatrices de formes reliées de la mucoviscidose, des formes donc monosymptomatiques, mono-organes, infertilité, dilatation des bronches, atteinte rhinosinusienne chronique, pancréatite, des patients non conclus au dépistage, mais surtout énormément de patients encore non renseignés. Donc, il y a un gros travail de caractérisation et de retour sur site pour caractériser ces patients qui ont été déclarés encore non conclus et rapportés dans le registre. Alors, quels enjeux pour ces patients qui sont en errance, soit dans la population générale parce qu'ils ne sont pas encore référés au CRCM, soit encore en suivi ou dans les statistiques des CRCM, mais encore non conclus. Donc, quels enjeux? Des enjeux éthiques, des enjeux cliniques et des enjeux thérapeutiques. Des enjeux cliniques parce qu'effectivement, il faut confirmer le diagnostic et faire notamment des diagnostics différentiels parce qu'un certain nombre de ces patients peuvent être atteints de maladies rares ou d'autres causes syndromiques et donc doivent être référés dans les services cliniques compétents. Des enjeux éthiques parce qu'effectivement, ne pas confirmer le diagnostic est source d'anxiété et d'inéquité de soins, ce d'autant qu'il ne faut absolument pas que les patients qui sont du coup dans le spectre de la mucoviscidose ne soient pas diagnostiqués parce que c'est une perte de chance continue du parcours de soins qui a été mis en place, des possibilités de dépistage familial, de conseils génétiques et puis surtout actuellement maintenant d'accès aux modulateurs qui peuvent transformer leur pronostic. Donc, détecter les patients à haut risque d'évoluer vers la mucoviscidose, même s'ils n'en ont aucun symptôme chez les enfants ou des symptômes très partiels, est un enjeu éthique, sociétal, économique, évidemment, clinique et thérapeutique pour nous tous qui sommes réunis aujourd'hui. Alors, actuellement, dans le cadre du PNDS 2020, où participent un certain nombre d'entre vous, du coup, est élaborée une stratégie de diagnostic qui est en plusieurs temps. Le premier temps, c'est pour ces patients-là de définir une exploration paraclinique systématique pour repérer des atteintes infracliniques, pulmonaires, en insistant notamment sur l'imagerie standardisée et la bactériologie des sécrétions bronchiques avec des crachats induits, une étude pancréatique infraclinique, imagerie, IRM, élastase fécale et lipase amylase, et également l'exploration systématique des canaux déférents, également hépatique et l'imagerie ORL. À partir de là, l'arbre décisionnel pour confirmer le diagnostic est basé bien évidemment sur le test de la sueur et la recherche des variants fréquents, qui, quand elles s'avèrent négatives ou non contributives, doit être élargie aux variants rares, exoniques et introniques, et éventuellement associés à des explorations fonctionnelles épithéliales dans les cas où la génétique ne peut pas confirmer, et ceci afin soit de confirmer du coup une mucoviscidose ou une maladie reliée à CFTR, soit de l'écarter dans le cas où ces pathologies sont improbables. Dans ce cas, troisième temps, de pathologies reliées à CFTR improbables du fait de l'absence de mise en évidence de génétique confirmatoire ou bien de l'absence de possibilité de conclure par des tests fonctionnels épithéliales. À ce moment-là, il y a toute une série d'algorithmes qui vont être élaborés, que ce soit pour l'atteinte pulmonaire, avec notamment se basant sur des panels ciblés qui sont élaborés actuellement par les filières maladies rares et notamment Respifil, pour essayer de définir ce que c'est qu'une dilatation des bronches idiopathique chez l'enfant ou chez l'adulte. Pour l'atteinte pancréatique également, il existe des panels ciblés des différentes filières pancréatiques. Les pancréatiques dites idiopathiques restent des cas exceptionnels. Et enfin, pour les cas d'infertilité masculine, après l'exploration d'AG, GR
du gène ADGRG2 ou d'une cause identifiée, notamment malformative, on conclut à peu près, dans un cas sur 10 000, à des ABCD idiopathiques. Donc ça, c'est le programme national de soins qui est en train d'être finalisé et qui va être validé très prochainement. Mais d'autres actions sont en cours au sein du programme national maladies rares concernant la mucoviscidose. D'abord, la mise en place d'un registre de patients en attente de diagnostic dans les CRCM qui inclut un suivi longitudinal avec du coup la définition des patients à sélectionner, la mise en place d'un questionnaire unique qui sera complété et un suivi longitudinal de cette cohorte pour mieux en comprendre l'hétérogénéité et élaborer des recherches génétiques plus précises, et ceci sera effectué avec un attaché de recherche clinique et un médecin coordonnateur dans le cadre d'un budget qui a été attribué par la DGOS. Ensuite, la mise en place d'un groupe expert, ce qui est déjà le cas pour les cas non conclus du dépistage, qui va être effectif très prochainement et puis qui va monter en charge également pour les autres dossiers difficiles. La mise à jour du thésaurus Orphanet pour que nous puissions définir et signaler nos malades de façon plus précise. La participation évidemment au RCP. Et puis également en cours d'élaboration, les interconnexions avec Bamara et l'Observatoire du diagnostic qui est actuellement en cours d'élaboration pour avoir une base de données de patients sans diagnostic pour chaque filière. Alors pour Bamara, vous connaissez tous cet outil qui est destiné à recueillir les diagnostics de patients avec maladies rares par le dossier informatisé. Il va être relié aux plateformes génomiques, notamment Sequoia et Oragen. Actuellement, il ne permet pas de saisir les patients sans diagnostic, mais il va y avoir probablement un recueil de patients en errance ou en impasse diagnostique dans le cadre de Bamara. Cette interface est en train d'être élaborée. Et ce qui est très important, mais pour le coup, pas encore en place pour la mucoviscidose, c'est le lien avec France Génomique. Nous avons estimé qu'actuellement, il y a 61 situations diagnostiques et génétiques qui sont acceptées du coup pour l'étude en whole génome des patients en errance. Les situations suspectes de mucoviscidose n'en font pas partie, mais ceci est à nouveau en discussion pour la deuxième vague, si je puis dire, de prioritisation des indications. Et donc, le parcours et le circuit France Génomique, c'est donc effectivement lorsqu'il y a des éléments cliniques et que le groupe expert estime qu'il y a une valeur ajoutée à faire cette recherche génomique complète, du coup, la possibilité d'avoir accès à un séquençage de très haut débit, des interprétations clinico-biologiques de tous ces variants dans le cadre de RCP d'aval pour pouvoir interpréter et référer la cause génétique retrouvée dans ces anomalies de génome. Donc au finalement, si on reprend l'adage de Socrate, dans le cadre de ce plan maladie rare, dans le cadre de ce qui est fait au sein de la filière, l'idée c'est véritablement d'avoir pour un maximum de tous nos patients qui sont référés dans les CRCM une fin d'errance et de pouvoir conclure avec un maximum d'efficacité pour confirmer le diagnostic ou l'infirmer, mais en tout cas que le patient soit dans un parcours de soins adéquat avec l'accès au traitement. Donc, essayez au maximum d'avoir, par des avancées technologiques, par éventuellement accès à des plateformes de haut débit, par l'interaction avec tout le réseau de génétique CFTR France, du coup, une confirmation génétique des patients qui nous sont actuellement référés pour qu'il n'ait pas de perte de chance et notamment la possibilité d'envisager le traitement par modulateur de CFTR de ces patients. Les patients qu'on va diagnostiquer en impasse et qui devront continuer à être suivis dans le CRCM pour pouvoir rester éventuellement dans le spectre mucoviscidose et justifier de nouvelles avancées
génétiques, diagnostiques ou thérapeutiques, du coup, seront ceux finalement où la biologie restera négative et la biologie moléculaire restera négative. Et l'idée, évidemment, c'est qu'il y en ait un minimum de moins en moins pour limiter et diminuer les enjeux de l'errance diagnostique. Et je vous remercie.